Elena, ouais. Oui, dites rien. Oui, je voulais dire que où on peut compter les gens, c'est dans les petites agglomérations, parce que les gens ne restent pas. Il y a le problème de tout le monde se connaît. J'ai mal au Ils vont dos pas faire depuis la 4 manche, mois, on va mais chez ça eux. va. Après, c'est J'ai vrai que dans croisé les son collègue. grandes Ouais, je veux bien, s'il te plaît. agglomérations, là, on peut. Comment compter? Je voulais dire un truc, j'ai complètement oublié. Comment compter tout le monde? Ouais, ça c'est le gros problème. Parce que c'est vrai que. Comme Sofiane, s'il vous plaît. Parce qu'au début, comme je disais, c'est vrai que quand on tombe à la rue, moi je vivais avec mes économies. Parce que c'est dur de pousser une porte. C'est pas le problème, c'est pas la faute aux élus non plus. Là, c'est sa faute à soi-même parce que on est perdu, quoi. T'es carrément. Voilà, on marche sur un fil, quoi, tout seul et tout. Ça, là aussi, les élus ne sont pas responsables. Mais pour compter vraiment les sans-abri, aller voir dans les assurances et puis ils sont répertoriés, quoi. Le problème, c'est les compter dans les petites agglomérations de 5000 habitants. En principe, les gens sont logés, quoi. Je pense qu'il n'y a pas énormément d'SDF, quoi. Après, c'est volontaire, il y en a qui ne veulent pas. Je pense. Hein. Énormément non, mais maintenant il y a des gens qui se retrouvent expulsés, qui se retrouvent à la rue, etc. Même dans les En petites 10 minutes agglomérations. express. Mais attention, J'ai rien dit. Hein. c'est quand Non, même le c'est- problème des élus. Le mieux pour aller à la rencontre des gens, Ouais. c'est aussi parler avec Oui, eux non, des je fais pistes que du mal. qui s'offrent à eux. Je pense que quand même les associations. Ouais, c'est la seule. Mais les associations, elles ont des bénévoles, elles sont aussi des salariés. Donc ça dépend aussi des élus, des subventions qu'ils donnent aux associations pour aller au-devant des personnes et les accompagner comme elles veulent, mais vers un centre d'accueil de jour, un hébergement de nuit, un accompagnement social. Voilà, Domiciliation. exactement, bagagerie, etc. À un moment, c'est quand même la rencontre avec un travailleur social, une association. C'est vrai qu'il y a c'est ça. Qu'on soit d'ailleurs à la rue ou pas, quand on a un problème social, c'est au centre d'action sociale qu'on va. Donc, donc il faut donner aussi des moyens aux services sociaux et en l'occurrence aux associations. Pour le comptage, je sais que c'est pas parfait le comptage, combien de gens le met. Attention, le mieux peut être l'ennemi du bien de pas. Quand on fait la nuit de la solidarité, on sait qu'on ne compte pas tout le monde, y compris il y a des gens qui n'ont pas envie d'être décomptés, des gens qui ne voient pas, vous l'avez dit, des gens sont dans les jardins, dans leur voiture. Mais on peut toujours imaginer qu'il faut ajouter 20% au nombre de gens comptés. Mais c'est quand même de voir aussi s'il y a de plus en plus de gens, de moins en moins, donc d'augmenter le nombre de places d'hébergement, de le diminuer. Je vous dis ça, c'est un monde idéal, hein, c'est pas pour demain. Mais il faut arriver Mais c'est à faire pour quand bouger les alors? choses. Explique-moi parce qu'elle vient d'arriver. Explique-moi. Pardon, parce que je suis en attends. retard. Non, pas de souci. Justement, c'était une petite parenthèse pour que tu te Nadia. présentes en fait. C'est Oui. pas Nadia. Nadia. Malheureusement, vos collègues, ils me connaissent très bien à la mairie du 18e. Je pense que je vous avais expliqué que j'avais été expulsée en 10 minutes express suite à une longue histoire d'harcèlement. Enfin, je ne vais pas détailler parce qu'il y a une procédure, plusieurs procédures au pénal, etc. qui sont en cours. Donc après, je ne sais pas comment me présenter. Malgré ça, en fait, j'ai fait ce que je... Quand j'étais au Sénat, tiens, j'ai croisé une personne dans l'ascenseur. Elle m'a dit, on a échangé quelques mots. Elle m'a dit, oui, je travaille pour le Parti Socialiste. Je lui ai dit, ah, justement, depuis que je suis enfant, c'est pas Lies qui va me contredire, j'ai fait beaucoup de bénévolat pour eux. Et le bénévolat, c'est un travail qui ne se rémunère pas en goodies. Petit aparté. Et sinon, qu'est-ce que je peux dire? Pour l'instant, je suis artiste en agence. Mais bon, on va encore me dire, ah, mais c'est parce que la ministre de la Culture, elle a des dossiers. Enfin voilà, donc on ne sait pas quand est-ce que les artistes ils vont être pris en considération. Mais ça, il y a une super association qui s'appelle le MIA, je pense que tu connais, Lina. Et sinon, que dire d'autre? Voilà, je m'appelle Nadia. Bon, ça, Nadia, ils ont mis ça sur tous les plots dans le 18e. Donc voilà, Nadia, enchantée. Vos collègues me connaissent bien. Et d'ailleurs, hier, j'ai croisé Gérald Briand. Il m'a dit, tu vas voir le sénateur. J'ai dit, non, je vais voir un sénateur, parce qu'il n'y a pas un seul sénateur dans toute la France. Voilà. Oui, je vais revenir, monsieur le sénateur. C'est bien joli, là, ce que vous dites là. Sur les papiers, tout ça. Bon, c'est vrai que moi, je suis pas actif, je suis du bon AS, mais ça fait déjà depuis le mois d'août qu'elle est en train de jongler pour avoir ma retraite. Et ça fait un an, ça fera un an demain, qu'ils m'ont coupé mon RSA, que j'arrive pas à me le remettre, ils veulent rien me faire. Alors, depuis un an, je vis 120 centimes. Et
La maille, moi je ne la fais pas. Là, devant nous, j'ai la magouille, mais affronter quelqu'un pour demander du feu, je suis bloqué, je ne peux même pas demander du feu. Alors imaginez la maille. Vous avez quel âge? 67. C'est normal qu'ils vous aient coupé le RSA, c'est jusqu'à 67 ans. Ouais, Attends, Donc c'est normal de laisser les gens sans Non, ressources. j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Quand tu n'es pas dans la C'est ce rue qu'on m'a comme dit. Jean-Luc, voilà, Si, attends, j'étais moi, je dans la m'occupe rue. de ces gens-là. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Attends, j'ai juste un truc. Quand on est. Parce que Jean-Luc, il est dans la rue, c'est complexe. Et moi, je connais plein de gens qui sont au RSA. Quand ils ont 65 ans, ils sont dans mon HLM. Et ben, si on fait les papiers à temps, ils passent à la retraite. Mais Jean-Luc, c'est particulier parce qu'il est à la rue. Donc c'est plus ce qu'on m'a complexe. dit, hein. Oui, mais moi, je te dis la réalité. Il ne faut pas non plus cracher sur tout. Voilà. Je crache pas. Mais c'est possible de passer du RSA à la retraite. Et le RSA, c'est une très bonne chose qu'on en parle. C'est vrai que la politique, tout ce qui est la politique sociale, en tout cas dans la direction que prend cette politique-là, le fait, typiquement, les 15-20 heures par semaine pour le RSA, je pense que toutes et tous autour de la table, on connaît des personnes qui sont incapables justement de travailler 15-20 heures par semaine. Et qu'est-ce qu'il advient de ces personnes-là? Comme a dit Jean-Luc, pas un centime, ils n'ont rien du tout. Donc c'est ces questions-là aussi qu'il faut se poser. Je reviens toujours à parler de l'être humain, parce que l'idée de réinsérer les personnes par le travail, on entend souvent ça, la fameuse valeur travail. Le travail peut être un moteur, en fait. C'est une possibilité, sauf qu'on ne peut pas tout mettre. Enfin, la première chose, c'est pas le travail, c'est l'être humain. Et ça, j'ai l'impression vraiment qu'on l'oublie. Quand on parle à chaque fois des personnes sans abri, on parle toujours du travail, on les réinsère par le travail, sans penser vraiment à leurs conditions à eux, en fait, à chaque situation. Parce que chaque situation est complètement différente. Ça, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Sauf qu'on n'en parle pas. On ne parle pas d'être humain, on parle seulement du travail, d'une machine, en fait. En tout cas, c'est mon impression. Si on a que je réagis. Oui. Il y a Sylvie qui n'avait pas fini son propos, je crois. Ah oui, pardon. Non, mais pas en réaction à Jean-Luc, mais vous vouliez intervenir plus généralement, je crois. Non. Par rapport au RSA. Allez-y, Je disais que moi, c'est ce qu'on m'a dit par rapport au RSA, jusqu'à 67 ans. Mais c'est pas normal de laisser des gens dans la rue sans rien. C'est ce que je voulais dire. Vas-y. Alors moi, je voudrais rebondir sur... je sais même plus qui a parlé, désolée, parce que je me rappelle plus Il y a des prénoms. Jean-Luc. Il y a- Oui, vas-y. Son prénom Aurélien. Aurélien, oui, pardon, désolé. Donc c'est justement parce qu'en parlant de bénévolat, oui, le temps, l'énergie et l'espérance de vie, ça a un coût. Et quand je parle de coût, pas besoin d'expliquer que c'est au sens propre comme au sens figuré, aussi bien sur le compte en banque que sur le compte de la sécurité sociale. Donc j'ai fait une mission pour la drill, une mission de bénévolat évidemment, note de frais pour moi-même, mais bon ça on fait ça depuis qu'on est enfant, on a l'habitude. Avec la drill en octobre, où j'ai appris, votre collègue, vous le connaissez sûrement, Ben Riquet, de la pyramide de Maslow, mais il me semble que Abraham Maslow... Je ne connais pas ce collègue. Ah, vous le connaissez pas, mais vous connaissez Abraham Maslow quand même au Parti Socialiste. Ah bon? C'est qui? Il y a quelqu'un qui peut répondre à cette question? La pyramide des besoins, les besoins physiologiques, d'abord, La pyramide de Maslow. bien dormir. Pourtant, il y a des bibliothèques, il me semblait, à Solferino à l'époque. Non, on pensait à une personne. Vous pensez que vous citiez Ouais. une personne au Une personne Parti qui s'appelle Socialiste. monsieur. Qui s'appelle Qui monsieur s'appelle Maslow, Abraham madame Maslow. Maslow. Non, je parle d'une personne qui travaille pour la ville de Paris. Je connais pas tout le nom de toutes les personnes qui travaillent à la drill. Maslow pour parler de la pyramide, nous on était sur qui est monsieur Maslow Oui, c'est ça. Ah, désolé, je suis trop rapide. C'est, On est d'accord, tout le monde sait, tout le monde voit la pyramide de Maslow, on est d'accord. il me semble que C'est quoi? là, en fait, on manque de temps parce qu'on a tous une vie derrière. Je connais la pyramide de Ponzi, mais Maslow, non. je sais D'accord, pas. on va faire un La cours sur la pyramide de Maslow, c'est de dire que nos besoins sont organisés sur une pyramide. Il y a à la base les besoins élémentaires qui sont dormir, manger, Respirer. De base, et au fur et D'accord. à mesure on monte dans les besoins et des besoins essentiels et des besoins, on va dire, secondaires, superficiels. Je leur passe la Les parole. besoins d'appartenance, tout ça, de prendre une carte, etc. C'est ça. Alors, et du coup, il me semble que justement, moi, c'est pas mon expertise en fait, le droit d'ailleurs. Pendant l'été 2022, une réunion avec le collectif Porte de Clignancourt avec votre ami
Gilles Ménédé qui m'a fait un covoiturage lorsque j'étais enfant et que j'ai payé par moi-même. Et apparemment, j'ai pas fait la remédiation cognitive entre-temps, mais il me fait souvent les gros yeux et il est très fâché, ce maire, votre collègue. Donc je ne sais pas, hein, moi le droit, j'ai pas fait de stage à Assas ni quoi que ce soit. Mais il me semble que les besoins physiologiques dont parlait Aïda, c'est déjà inscrit constitutionnellement. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai encore fait une mission de bénévolat pour ce qu'on appelle désormais l'espace parisien des solidarités. Donc l'objectif, c'est simplifier Paris. Donc moi, j'ai une question. Peut-être que vous y avez répondu, Elina, désolée pour le retard. Mais donc là, on est au bout de la 7e nuit de la solidarité. Et Sofiane me disait l'autre jour, déjà, c'est facile de la faire l'hiver, quand il y a tous les plans urgence qui sont ouverts, qui sont bien cachés, qu'on ne les voit pas. Il faudrait la faire l'été. Ça a été expérimenté 2 fois. Donc pourquoi, au bout de la 7e édition, sachant qu'on est censé être... Parce qu'on a aussi fait des bacs à l'ASE, il y a aussi des gens qui font des bacs spécialité physique-chimie. À force d'être déménagés, on ne récupère pas forcément nos diplômes. Du coup, je disais, à faire une démarche scientifique, donc rigoureuse, comment se fait-il qu'au bout de la 7e édition, 3 principes fondamentaux ont été oubliés? Je ne sais pas déjà dans mon quartier quelle est l'équipe de bras cassés qui a fait n'importe quoi. Ça, je ne sais pas. On a eu des retours, il nous dit oui, envoyer un mail, parce qu'effectivement, envoyer des mails, ce n'est pas du travail, surtout quand on a des troubles des fonctions exécutives. Et du coup, pourquoi on n'est pas capable d'engager des professionnels? Parce que c'est du travail, on ne peut pas exiger une démarche rigoureuse et scientifique. Je trouve ça très bien, les gens qui expérimentent, qui disent « Ah, je vais me lancer un challenge, je vais aller à la rencontre de l'autre. » Les gens que, voilà, je suis timide, tout ça et tout. Mais il y a des cours de théâtre, il y a plein de choses pour ça. Là, on ne peut pas exiger ça. Et les 3 principes fondamentaux, en tout cas dans mon équipe, parce que quand je suis revenue, je pense que c'est un de vos collègues de la... Parce que je suis prosopagnosique, donc les gens, je ne les reconnais pas. Il m'a dit oui, enfin voilà, il y a 3 principes élémentaires. Premièrement, sa sécurité. Je ne sais pas, quand je parle à votre collègue Frédéric Badina, il me dit oui, on a fait à l'école. Bah, alors, il faut attendre 20 ans que les enfants grandissent pour avoir une société qui fonctionne à peu près correctement. Assurer sa sécurité, donc déjà ça, on est obligé de gueuler pour dire traversez, ne vous faites pas écraser, sinon vous allez vous faire insulter par votre ami. Nadia, le deuxième, Nadia, oui, j'abrège. Non, attends, La sécurité. Laisse-la terminer, Lina. Respecter Nadia, le consentement des attends, je peux lui personnes. parler. Nadia, je la connais. Nadia, excuse-moi, nous sommes nombreux. Va à l'essentiel. Respecter le consentement des personnes, assurer Je sais pas, sa elle peut parler sécurité. 3 heures. Oui, c'est vrai. Respecter le consentement, assurer sa sécurité, respecter le consentement des personnes. Quand une personne vous dit non, c'est non en fait. On ne peut pas insister. Et la 3e, j'ai oublié, mais ça reviendra. Oui, mais en fait, Ce qui est intéressant, ce que tu dis, on va attendre un petit peu, par exemple. C'est Marc qui arrive en retard. enchanté, Marc. Donc je comprends pas. Ah oui, Marc, Ah oui, c'est vrai, tu peux vous mettre à la place de Sophia qui doit partir? Oui, justement par rapport à ça, c'était par rapport justement à la nuit de la solidarité. 7e édition. De la 7e édition, je me rappelle de la première, j'étais à la rue d'ailleurs quand c'est ça, les associations sont venues les associations sont venues nous voir pour savoir comment qu'est-ce que vous pensez en fait. On va laisser Sophia sortir. Elle a tenté, compliqué. Au revoir. Oui, Rachid. Je suis là, je suis pas parti. Je suis là. Désolée, hein. Oui, c'est vrai. Il faut ramasser. Il faut être bref et concis, mais j'ai pas d'ordinateur. Il n'y a pas de souci. Oui, c'est vrai. Ouais, donc par rapport à la nuit de la solidarité, les associations sont venues nous voir justement quand on dormait à la rue, lors de la première, pour savoir ce qu'on en pensait. On avait dit que c'était pas répondre pas les gens. C'était la première chose qui était ressortie. Même les associations ne savaient pas trop comment se positionner par rapport à ça. Les professionnels, donc. Les professionnels. Et pour avoir fait une intervention, pour avoir sensibilisé les personnes à la nuit de la solidarité, justement celle qui a eu le 25 janvier, je me rappelle d'une personne qui est employée à la mairie de Paris, qui a dit n'ayez pas peur de rentrer en interaction avec les gens. Et j'ai trouvé ça, en fait,
j'ai pris ça comme je le fais. Oui, IT téléphone maison, non, ça marche pas comme ça en fait. On rentre pas en interaction avec les gens, c'est des mots, c'est des postures qui sont très, qui sont très durs en fait à entendre. Ouais. Aïda. Ce qui est intéressant, ce que vous ouvrez là, c'est, on en avait parlé, c'est les modalités dans lesquelles se passe la nuit de la solidarité à Paris. Et est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent apporter un témoignage de comment vous l'avez vécu Non, je ferme ma gueule, j'ai compris. Notamment ceux qui n'ont pas beaucoup parlé, est-ce que vous avez été compté dans cette nuit de la solidarité? Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est peut-être là aussi que vous pouvez apporter des éléments de compréhension à Rémi Ferraud et peut-être, j'espère, des évolutions. Moi, je peux en parler. À moins que quelqu'un d'autre veuille en parler. D'ailleurs, allez-y, monsieur. Non, moi, je parle beaucoup. Allez-y. C'est pas ça, c'est que là, il va y avoir les Jeux Olympiques. Et là, ça va être beaucoup plus facile de compter, je pense. Que là, comme ils vont être vraiment un petit peu reculés ou vraiment répertoriés, parce qu'il y a des endroits où ils ne pourront pas se compter. Mais toi, Laborie, tu as déjà vécu la nuit de la solidarité? Est-ce qu'il y a des bénévoles qui sont venus te voir? Non. Mais moi, c'est ça que je voulais parler. Vécu la nuit de la Donc, Aurélien, Rachid, j'en ai un autour de moi, et moi-même, donc vice-président du comité de la rue et tous les deux membres du comité de la rue, nous, les personnes, nous, on a toujours été contre le comptage. Par contre, nous formons les bénévoles qui vont faire la nuit de la solidarité pour éviter qu'ils fassent trop de conneries. Et moi, j'ai quand même accepté une fois l'année dernière d'être chef d'équipe. Et en fait, les personnes du comité de la rue qui nous ont raconté comment ils l'ont vécu, on vient les voir, ils me disent « Putain, ils ne nous proposent même pas de café. Oui, alors bonjour monsieur, voilà, on fait partie de la mairie de Paris, on leur pose des questions et tout. » Et franchement, si le comité de la rue, parce que nous, on est en démocratie. Attends, tu parleras après. On est en démocratie, donc on a décidé ensemble qu'on ne participerait pas à la nuit de la solidarité, mais ceux qui l'ont vécu dans le comité de la rue, je peux vous assurer qu'ils l'ont mal vécu. On avait l'impression presque ils étaient fliqués, on leur pose des questions. Et moi qui ai été chef d'équipe, parce que j'ai quand même dit au comité de la rue, attendez, je vais le faire en mon nom, pas au nom d'entourage. Et c'est vrai, bon moi ça va parce que je suis une pro, après 15 ans de rue et tout ça. Et c'est vrai que les bénévoles qui étaient avec moi, ils sont pas assez formés, quoi. Eux, ils viennent avec leur bonne volonté, mais ils se rendent pas compte comment ils parlent aux gens, quoi. C'est un peu déplacé, quoi. Alors je te laisse la parole à toi. Comment les informer parce qu'ils ne savent pas aller vers les gens de la rue. Par exemple, il y en a un qui dort, ils vont aller les réveiller. Laisse-les dormir, on va réveiller quand même. Voilà, c'est pour ça qu'on les forme, ces gens. C'est des ambassadeurs qu'on a chez nous. Et j'avais une question. C'est pour ça qu'on les forme. C'est ça, non, c'est ça. C'est pour ça souvent qu'on participe à organiser les bénévoles. Des bénévoles. C'est vraiment le côté, ce côté. Parfois c'est peut-être la première fois, mais c'est la seule fois qu'ils vont faire du bénévolat. Et c'est leur de cette place, donc c'est sensibiliser pour éviter qu'ils ça va réduire une personne, voilà. Et par contre, j'avais une question par rapport à vous, en l'occurrence. Est-ce que vous avez déjà vu un questionnaire de la nuit de la solidarité? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Bravo. Alors, c'est pas qu'un décompte, en effet. Là, alors, ça n'a d'ailleurs pas de rapport avec la proposition de loi que j'ai présentée. Ça, c'est vrai. Il y a un certain nombre de questions. C'est pour connaître un peu du parcours des personnes. C'est un homme, une femme, l'âge. D'ailleurs, les gens répondent s'ils veulent ou pas s'ils veulent pas. Et s'ils dorment, il ne faut en effet pas les réveiller. On ne va pas réveiller la personne qui dort, mais marqué qu'on a compté une personne. Mais bon, la première année, je pense que, surtout les 2 premières années, je pense que c'était un peu du bricolage. Et ensuite, il y a les questions aussi pour voir les besoins auxquels pourraient être répondus. Mais j'ai pas d'avis sur les questions qui sont posées. J'ai plus envie de vous dire, donnez-moi le vôtre qui m'intéresse. J'ai pas. Non, c'était seulement ça qu'il faut poser la question. Et moi, j'ai suivi une équipe avec bénévoles, certains étaient un peu plus travailleurs sociaux, etc. Alors, interagir avec, j'aime pas, parce que c'est du faux langage technocratique en français, on dit parler, quoi.
parler avec. Mais on sait qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de parler, puis une fois que la conversation est entamée, ils ont vraiment envie de parler. Des gens qui ont très envie de parler, des gens qui n'ont pas envie de parler, mais il ne faut pas insister. Après, chacun peut être. L'avantage des bénévoles, c'est que ça implique un peu les citoyens, que ça ne reste pas que entre professionnels. Voilà, ça, c'est les avantages et c'est l'inconvénient, je l'entends. Et en effet, il n'y a pas de café, c'est pas une maraude. Oui, mais comprenez, est-ce que vous vous imaginez à la place de personnes qui sont à la rue depuis de nombreuses années et ils savent d'ailleurs il y en a plein qui se cachent, je ne vous cache pas, ils savent qu'ils vont être comptés, mais on vient juste pour leur dire oui, vous êtes combien sous la tente, mais c'est ignoble, c'est comme si on était checké par la police, quoi. Non, mais le recensement, parce que même dans la loi actuelle de l'INSEE, il existe un recensement, et quand les gens font le recensement, ils toquent à la porte combien vous êtes dans cet appartement. Oui, mais là on vous parle de la rue, là on vous parle pas, même moi, on frappe dans mon HLM. Bonjour madame, vous êtes combien? Je suis toute seule. Mais là on vous parle de gens qui souffrent sous une tente ou sous un pont, c'est pas du tout la même chose quand même. Est-ce que toi tu as des propositions très concrètes eh ben, écoutez, pour améliorer ah bah moi, alors j'en ai plein de propositions qui vont rejoindre d'ailleurs celle de Liès, celle de madame, vous savez, zéro sans-abri. Alors, il n'y aura jamais zéro sans-abri, ça je mentirais. Mais je vais vous dire, déjà, les enfants de l'ASE, allez, à 18 ans, puis à la rue. Déjà, ça fera peut-être moins de 40% à la rue, entre 18 et 25 ans. Ensuite, les expulsions liées à des problématiques comme le licenciement. C'est pas de la faute aux gens s'ils se retrouvent au chômage et qu'au du chômage, ils se retrouvent à la rue. Ceux-là, ils devraient être expulsés, mais sous condition de relogement. La loi n'est pas exécutée. Il y a de plus en plus de retraités à la rue. Vous la connaissez, la loi. À partir de 65 ans, quand un propriétaire veut reprendre son appartement, il doit reloger. C'est dans la loi. Personne ne l'applique. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de retraités à la rue. Vous pouvez vous renseigner. Hein. Oui. Il y a des... Mais je le sais, ça. Eh bien, pourquoi elle n'est pas appliquée, la loi? Je n'en sais rien, je ne suis pas au gouvernement. Alors, je vais répondre un peu fermement. Je ne suis pas au gouvernement, je ne soutiens pas je le sais bien. Je ne soutiens pas le gouvernement. Non, mais je sais bien. Alors, parce qu'à un moment, c'est là où je dis, il n'y a pas les politiques, il n'y a pas les institutions. Il y a des gens qui défendent des choses différentes, et puis je ne dis pas que quand la gauche était au pouvoir, c'était parfait non plus, hein, loin de là. Parce que, bien sûr. Je dis pas l'inverse. Mais non, en fait, c'est une discussion là-dessus, c'est une discussion entre. Je ne vais pas vous répondre au nom du gouvernement. Attends, juste un truc, après je la laisse parler. La psychiatrie, vous le savez très bien, elle est dans nos rues. Oui, La sécurité, elle est là aussi. Après, on dit oui, c'est un attentat. Souvent, c'est un mec à moitié pété. Attends, juste un dernier truc. Écoutez, vous savez très bien, moi je le répète tous les jours. Au pôle Nord, la première chose qu'on fait, c'est quoi? C'est un igloo. Dans la jungle, c'est une cabane. Et nous, dans notre société de consommation, de surconsommation, la première chose qu'on fait, dès que les gens, même quand ils travaillent, il faut savoir que parmi les 24% de sans-abri qui travaillent, il y a 20%, tu le sais très bien, il y a 20% qui sont un CDI et qui vivent sous les tentes, sous les ponts de Paris. Voilà. Dans la voiture, et vous savez que 20 ans de rue, ça coûte extrêmement cher après parce que les gens sont malades et ça coûte encore plus cher à l'État. La sécu, ça coûte cher. Hein. J'ai des potes qui ont un cancer et qui sont dehors, qui se font soigner mais qui sont dehors au bout de 20 ans de rue. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ça rend malade. Bien sûr que ça rend malade. Oui, il y en a qui n'ont pas parlé. Si, monsieur. Ça rend malade. Ça va, d'accord. D'autres personnes qui veulent parler? Ouais, je voulais dire que quand on fait des comptages, c'est vrai que le bénévole parfois n'est pas formé, il ne sait pas parler. C'est pas qu'il ne sait pas parler, il en fait trop, il parle comme s'il parlait à un demeuré. T'es pauvre, t'es pauvre dans tes poches, mais pas dans ta tête. C'est ça qui. C'est plutôt une formation ou avant de lâcher les gens pour aller. Parce que lui-même n'a pas été dans la rue. On parle de ce qu'on connaît en fait. Il y a des gens ici qui ne sont pas dans la rue mais qui comprennent. Par ailleurs, en effet, de dire toc toc à la porte, vous êtes combien, remplir les fiches, repartir sans faire aucune proposition, c'est pas si facile que ça non plus. Non, c'est pas facile. Moi, j'ai le sentiment qu'il vaut mieux le faire imparfaitement que pas le faire du tout, et que année après année, les bénévoles qui recommencent, moi j'en ai suivi dans l'équipe où j'étais, comme il y a
trop de monde. Je n'ai pas intervenu, j'ai écouté aussi l'interaction, comme disait tout à l'heure. Et ben, j'ai vu des gens qui sont plus habiles que d'autres. Des fois, quand les gens sont un peu plus vieux, expérimentés, sont plus adroits dans la... J'ai vu aussi des conversations qui commençaient très mal et puis qui s'amélioraient au fur et à mesure. J'ai vu un peu, voilà, je voulais dire par rapport à ça, quand même, je voulais ajouter une chose. C'est pas unique. Moi, j'ai vu que Yann Brossa a fait une proposition, sur la réquisition. Parce qu'à un moment, il faut des mètres carrés. On n'arrivera pas à la faire voter, je crois pas miracle, mais par contre, je la soutiens à fond, il faut qu'on en parle parce que. Moi, je suis d'accord. En 95, dans le 10e, rue de Paradis, tout ça, ça a été des réquisitions pour héberger des gens qui étaient à la rue en urgence. Ouais. C'est pas une solution, un idéal dans l'absolu, mais quand la situation est dramatique, ça permet de dégager tout de suite des locaux. Donc, quand on a une niche parlementaire, j'ai une proposition, il y a un article, ça ne peut pas résumer une politique. Hein, non. Mais du coup, j'ai vu qu'il avait déposé cette proposition-là. Il a fait une proposition, vous l'avez vu la dernière? Non, mais attends, la dernière proposition que Yann Brossa a fait, j'irai jusqu'au bout. Yann Brossa, il a fait une dernière proposition, vous avez dû la lire. Là, alors il a fait qu'une proposition au Sénat, vous allez être au courant très vite, vous l'êtes déjà, que pour les Jeux Olympiques, pour les personnes qui étaient expulsées, alors c'était des gens de bonne foi. C'est pas d'expulsion pendant les JO. Voilà, mais c'est qu'une proposition, j'espère qu'elle va être votée. 3 semaines. Tu peux nous apporter un éclairage quand tu dis que tu n'es pas sûr qu'elle soit votée à l'Assemblée? Parce que ça, c'est pas facile à comprendre. On se dit, tiens, elle est votée au Sénat, pourquoi elle n'est pas votée à l'Assemblée? Est-ce que tu peux nous expliquer la mécanique? Alors, parce que c'est le Parlement en France, comme dans beaucoup de pays, il y a 2 chambres, l'Assemblée et le Sénat. Sur des lois comme ça, c'est l'Assemblée qui a le dernier mot. Après, on appelle la navette parlementaire, c'est-à-dire un texte qui est discuté au Sénat, puis à l'Assemblée, ou dans l'autre sens, puis au Sénat, puis à l'Assemblée, avec souvent au milieu ce qu'on appelle une commission mixte paritaire, qui réunit quelques sénateurs et quelques députés. Mais il n'y a pas la même majorité au Sénat qu'à l'Assemblée. D'ailleurs, à l'Assemblée, il n'y a pas de majorité très nette. Mais maintenant qu'on a voté cette proposition de loi au Sénat, j'aimerais qu'à l'Assemblée nationale, les socialistes, j'en ai aussi parlé à Julien Bayou, qui lui est vert, mais qui est député du 10e arrondissement, puissent l'inscrire à l'ordre du jour, à nouveau. Mais je ne peux pas répondre à leur place, ils sont très minoritaires. Mais ensuite, je ne peux pas vous dire si à l'Assemblée nationale, les partis représentés seraient assez nombreux et majoritaires pour la voter. Ils n'en savent rien eux-mêmes. Et cette histoire d'ordre du jour, tu peux expliquer comment ça marche? Vous avez vu, à l'ordre du jour, c'est le gouvernement qui décide de quoi on parle au Parlement. Et puis à certains moments, ce qu'on appelle des niches, c'est les groupes parlementaires qui peuvent déposer un texte. Sauf que la gauche est très faible à l'Assemblée nationale, donc elle a peu de niches, et du coup ils doivent choisir ce qu'ils déposent. Et c'est eux qui le déposent, les sénateurs ne donnent pas d'ordre aux députés, les députés ne donnent pas d'ordre aux sénateurs. Donc j'ai quand même sollicité, parce que je pense que le sujet à la fois il est important, il est très politique, et pour la gauche à l'Assemblée nationale, je pense que c'est aussi un moyen de poursuivre le débat entre l'Assemblée nationale et le Sénat, où il arrive de mettre à l'ordre du jour, c'est-à-dire à l'ordre du jour de la discussion, je ne sais pas, là c'est de l'inscrire comme texte, parce que c'est un peu comme les règles qu'impose Aurélien aujourd'hui, vous l'avez vu pour ceux qui étaient au Sénat, les règles de discussion sont strictes. Mais là-bas, il y a du café. Attends, Rémi, je voudrais poser une question. Attends. J'ai une question. Ouais, vas-y, mais je voudrais poser une question, c'est pour rebondir sur ce qu'il vient de dire. Elina, s'il te plaît, monsieur n'a pas parlé. Monsieur, il a parlé avec des mots, je suis même pas sûr que tout le monde ait compris. Monsieur n'a pas parlé. Ça fait des trucs qui m'énervent. De toute façon, parce qu'il a un jargon que je suis pas sûr que tout le monde ait compris. Elina, il faut arrêter de faire semblant de comprendre. Elina, ma chérie, je vais bientôt y aller parce que je dois aller à la maison de la radio de toute façon. Et là-bas, on te laissera parler. Ces gens vont peut-être penser que c'est pas corrélé, mais pour moi, si tu prends de l'argent à un endroit, il est plus disponible pour les autres. Et donc on peut dire, attends, maintenant il n'y a plus d'argent pour vous loger parce qu'on l'a dépensé là-dedans, on l'a dépensé inutilement.
Je donne le premier exemple. Il y a 10 ans, on voit la Guadeloupe et la Martinique investir dans des centrales thermiques, alors qu'on propose des projets verts, écolos, complètement écolos. On nous répond, vous les écolos, allez voir ailleurs si j'y suis, nous on sait ce qu'on fait, etc. Les investissements ont été faits, ces centrales sont dimensionnées pour 60, 70 ans, etc. Et quand maintenant ces choses qui brûlent du pétrole pour une île deviennent dispendieuses pour EDF, ça coûte des fortunes, quand on vient de nouveau avec les projets écolos, on dit il n'y a plus d'argent pour les projets écolos, parce qu'on a tout dépensé dans les centrales thermiques. Et je me dis, mais enfin, comment est-ce qu'on a pu laisser passer ces projets alors qu'on savait qu'ils étaient débiles, profondément débiles. Alors, si vous n'avez pas compris où est le truc, il n'y a plus de pognon pour les sans-abri, tout est cramé pour des connards. Si vous n'avez pas compris, c'est le pognon, voilà. Ah, ça on a bien Vous n'avez pas compris que le pognon, c'est la clé du jeu, d'accord? Voilà, il y a beaucoup de voilà. Alors, et la deuxième question, c'était pareil, la fiscalité. On m'explique que la fiscalité des Airbnb, des trucs de tourisme, de tout ce qui est hébergement occasionnel et court, touristique, est beaucoup plus favorable que la fiscalité du long terme. Et donc, quand tu loges un sans-abri, ça te coûte du pognon de dingue, ça te rapporte rien, etc. Alors que si tu le loues à des touristes chinois qui t'apportent le Covid, la nouvelle machin, j'adore ton humour, toi. ça te rapporte beaucoup plus. Et de toute façon, c'est l'hôpital qui paye les trucs de la maladie, ce qu'on n'a pas nommé, du Covid. Voilà, donc en synthèse, je ne me pas des tonnes, mais quid de cette question de fiscalité inégalitaire dont on subit, nous, l'inégalité, au final, et qui flèche des choses pour du capitalisme débridé, taré, et qui continue à dépenser là où il ne faut pas. Voilà. Je suis entièrement d'accord. C'est un autre sujet, je crois que c'est... Je suis entièrement d'accord avec vous. On a voté d'ailleurs sur la fiscalité Airbnb de ne pas donner un gros avantage quand on loue en Airbnb. Ça a été voté au Sénat et le gouvernement ne l'a pas annulé, mais aujourd'hui veut absolument l'annuler parce que Macron et Uber, ça ne fait qu'un. Et Airbnb, Macron et Airbnb, ça ne fait qu'un. Ouais. Donc ils veulent absolument l'annuler, sauf que le besoin est tellement grand de le faire que j'espère qu'on va quand même y arriver. Est-ce que je peux rebondir allez-y, madame. Vous avez dit tout à l'heure, donc l'argent c'est le nerf de la guerre. Est-ce que vous savez, par exemple, dans un centre d'hébergement, combien ça coûte par jour pour une personne? Non, je n'ai pas les chiffres en tête. Par exemple, moi j'étais hébergée dans un centre d'hébergement et ça coûte 70 € par jour pour une demi-chambre. C'est une nuitée. Voilà, pour une nuitée. Ce qui revient que la chambre, elle coûte 4 000 € environ, une chambre de 9 mètres carrés, insalubre, pour moi en tout cas. J'avais cherché à l'époque dans un appart-hôtel de luxe, ça coûtait 4 000 €. Du coup, moi je comprends pas. Déjà, pour un Français lambda, savoir que ses impôts, ça paye ça en fait. Alors que les personnes sont, enfin, si elles avaient des logements, ça coûterait beaucoup moins cher. C'est eux qui payent et ça coûterait beaucoup moins cher. Pourquoi le contribuable paye 4 000 € par jour pour que les gens par mois, pour que les gens meurent à petit feu au fait et qu'ils restent des années. Et ça, déjà, j'ai pas compris les 4 000 € ils partent où en fait, parce que l'état de l'hôtel, une chambre à 9 mètres carrés. On sous-traite. Ah, mais si elle m'a pas répondu. À 9 mètres carrés à Paris, ça devrait coûter maximum 500 €. Elle a raison de soulever en fait, la crise sanitaire. Pendant la crise sanitaire, on a eu, mais moi je trouve qu'on a eu de la chance parce que les hôteliers se retrouvent en difficulté. Et que, gagnant-gagnant, ils ont proposé leur hôtel. Et donc l'État, la grille, a accepté qu'on puisse les aider en leur payant un loyer. Donc en fait, il y a une partie des 70 € cofinancés en drill, après État et région. Il y a deux financeurs, sinon je n'ai jamais 70 €. Moi, mes autres centres, voilà. Et tu as quand même une part du financement qui part dans la location, du lieu. Voilà. Et que c'est en train de s'arrêter puisque je ferme là, parce qu'en fait, ils ont la crise sanitaire, ça fait déjà un moment, ils en ont marre de payer. J'ai tiré, et il y a les JO, j'ai tiré jusqu'à ce que je pouvais, mais c'est fini. Et puis ça a la particularité
d'avoir permis d'avoir une équipe plus importante, notamment pour les femmes du recueil social, puisque la région payait, parce qu'effectivement, elles ont besoin de plus d'attention que dans un CHU classique, même si on a besoin d'attention, mais tous les ETP sont comptés. Il faut savoir que les organisations, les ETP, c'est-à-dire l'équivalent temps plein, c'est-à-dire un contrat, voilà, il y a plein de contrats différents. Les organisations aujourd'hui, comme tout est public, nous, en tout cas, nous, tout est quoi public, c'est-à-dire que c'est, voilà, on peut regarder les comptes, etc., machin. La réalité, c'est qu'on est extrêmement sous pression, puisqu'il y a une baisse de financement qui a été tentée l'année dernière de 6% sur l'hébergement d'urgence. Que là, ils ont promis ensuite, puisque les gens, la Fédération des acteurs de la solidarité a dit c'est pas possible, machin, il y a une petite mobilisation. Et donc derrière, il y a eu un changement de ministre et ils ont promis 120 millions d'euros. À l'heure où je vous parle, c'est pas où c'est. On leur donne de la brioche. Oublie. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je vous rejoins. Pour moi, il y a des locaux. Donc j'ai d'autres sites. Donc j'ai une tour donc, que j'ai appelée Lumière du Nord parce que c'est entre deux gares. Il y a la gare de l'Est et la gare du Nord. Et donc il y a 267 personnes qui sont payées. J'aimerais bien les payer. Et qui sont logées. Donc il y a des familles, des femmes, des hommes isolés. Séparés. Moi, je crois qu'on peut faire de la mixité bien organisée. Par contre, il faut avoir les moyens de le faire, parce que sinon les femmes ne viennent pas. Ouais. Et je ne paye pas le loyer. Je paye que les charges. Et je pense que la mise à disposition est possible encore. Il faut trouver les locaux. Il faut être intelligent, parce qu'en fait, évidemment, l'hôpital va être transformé. Il va y avoir, mais le temps des projets, des études, ça peut durer entre 3 et 10 ans, 20 ans, les Exactement. études. Je ne parle pas de temporaire de 6 mois, là. Ouais. Là, je te parle de 12 ans, même plus. Les projets immobiliers, pour qu'ils sortent, il faut des années. Et pendant ce temps-là, on peut travailler avec les élus de manière intelligente, parce qu'eux aussi, ils ont des projets, je ne sais pas, d'école. Moi, dans le 8e, c'était une école qui venait après. Tant mieux. Il y a des endroits, c'est, je ne sais pas, une crèche, il y a des endroits, c'est retransformer l'hôpital pour l'améliorer. On peut travailler avec les élus. Il y a des endroits, c'est des logements sociaux. Donc en fait, on peut effectivement travailler avec les élus et faire en sorte que effectivement l'État paye. Mais en fait, ce que ça coûte un hôtel social aujourd'hui, c'est plus de 2 000 € par mois. Ça coûte moins cher de l'hébergement dans des locaux vacants. Parce que tu peux négocier de ne pas payer le loyer, de payer les charges, mais d'entretenir, de faire des travaux dans le bâtiment. Moi, le Lumière du Nord, il y a des travaux qui ont été faits. J'ai investi, moi je l'ai facturé. À l'État, on a investi, on remet en état. Bref, il y a quelque chose là à imaginer et je pense qu'on peut continuer à être créatif. Moi, pour revenir au comptage, donc l'hébergement en lui-même, pour moi, c'est la première entrée. Ça ne veut pas dire qu'en fait, il faut que ça soit temporaire pour les personnes. C'est de déstabiliser, tu n'as pas non plus de date, tu es là, tu te dis, putain, je dois encore, en fait, je ne peux pas poser mes bagages parce que je dois déjà penser à repartir. Donc, j'y vais pas. Je dois penser à me retrouver dans la rue. Il a discuté, machin, donc, il y a quelque chose qu'on apprend aussi, on a appris à mieux accueillir avec les personnes accueillies. Les conseils de vie sociale ont énormément aidé. Il y a aussi des on n'est pas non plus, on interagit puisqu'on vit avec aussi, on vit avec vous. Et donc tout ce savoir-là, ce qui m'étonne moi beaucoup, autour du parcours des personnes et donc du savoir de la personne accueillie ou la personne SDF et le savoir ce que tu disais connaître et le savoir des travailleurs sociaux. Je veux dire, on peut arriver à mettre en commun pour nous dire cartographier les sans-abri. Déjà, moi, je pense qu'il faut que ce soit des professionnels. D'accord. C'est clair. Je dis pourquoi. Tu leur donnes un colis électronique et tu les comptes automatiquement par Non. Mais ce que je veux dire, c'est que ça soit, quand je dis professionnel, c'est aussi proposer une action. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait dans un monde idéal? Tu vois, je suis maraude. Est-ce qu'il faut plus de maraudes ce jour-là? Donc des gens qui sont payés parce qu'on travaille toute la nuit. Bien sûr. Et derrière, ils vont faire le lien avec ce qu'il faut pour amener la personne à... voilà, ça c'est dans un monde idéal. Moi je pense, et c'est important pour nous, parce qu'en fait les citoyens, on a besoin d'eux. Ah oui, parce que c'est eux qui vont voter.
C'est eux aussi qui vont dire que ça ne va pas du tout dans notre pays. Il y a des sans-abri. C'est pas normal. Moi, je travaille, j'ai une fiche de paie. Ben, en fait, tous les mois, je suis taxée. Je paye des impôts aussi pour pas qu'il y ait les gens dans la rue. Ça fait partie. Sinon, on va aux États-Unis. Hein. Voilà, aux États-Unis, bah, oui, mais ça veut dire que tu n'as plus de cotisation sociale, tu es dans un monde libéral. Voilà. Donc, moi, j'entends et je pense que cette action de la solidarité qui était portée par les élus, c'était aussi de sensibiliser leurs administrés, qui, pour certains, il y a une époque, il y a trop de machins, qui pouvaient aussi saisir le maire en disant bon, vous me débarrassez. Oui, à une époque. Vous me débarrassez. Mais en fait, la nature humaine, elle est celle-là. Quand tu arrives à parler, tu as une dynamique, que ton enfant dit ah ouais, il y a une solidarité, ce serait bien qu'on fasse un petit peu. En fait, tu vas aussi, les gens ont peur en France, parler à la personne. Bah oui. Et en fait, ça va créer quelque chose qui va nous permettre de nous dire bah là, en tant que citoyen, s'il y a un centre d'hébergement d'urgence qui ouvre à côté de chez moi, je ne vais pas m'y opposer. Parce que les maires, ils ont eu aussi des gens qui contactent, c'est vraiment. Oui, Non, ils ont raison, ça fait baisser le prix du mètre carré. Oui, évidemment. On l'a eu aussi. Mais je pense qu'il faut, j'en finirai là-dessus, il faut être professionnel, cartographier peut-être les assos. Exactement, être professionnel. Vous oubliez de la République, vous êtes aussi au contact de plusieurs acteurs associatifs. Et accompagner ça parce que votre regard va être important puisqu'il est pratique, c'est-à-dire vous avez vécu. Donc mes besoins c'était ça, je veux ça comme réponse, j'ai le droit de dire non, ok, mais je veux quand même une réponse, du café, tout ce que vous voulez. Et derrière par contre, les citoyens, si on ne les a pas avec nous, qu'est-ce qu'ils vont voter demain? Ils vont voter des lois extrêmement dures qui criminalisent. Voilà, les élus pour lesquels ils votent, c'est aussi des gens qui vont nous représenter. Il faut les avoir avec nous. Si on les a contre nous, voilà, ils ne peuvent pas criminaliser tous les CSDF, c'est pas possible. Il faut être réaliste. Donc il faut se rencontrer, il faut se parler. Oui. Et quand on se rencontre et qu'on se parle, les gens. Ça a été fait. Hein. Historiquement, les jours de fête, on disait aux pauvres, vous n'avez pas le droit d'être dans la ville, sinon vous disparaissez. C'est les gens qui prenaient, on les mettait dans des anguilles. Avec la Barça, oui. Il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a le modérateur. Je peux. Je voulais faire une parenthèse. Après, je passe la parole au madame. Je voulais faire une parenthèse parce que tu parlais de conseil de vie sociale, un CDS, vous savez ce que c'est? Alors, je vais essayer de me chronométrer. Oui. Alors, je vais essayer d'être brève et concise, mais bon, je n'ai pas eu de cours de remédiation cognitive comme l'autre personne qui pourrait être un de vos enfants si on avait été adopté à la bonne heure. On sait qu'à l'ASE, les cours de remédiation cognitive, les personnes handicapées en situation de handicap, c'est pas une priorité. Alors, c'est l'introduction. Donc, j'ai fait quelques notes. Avec Elina, je pense qu'on en parlait il y a peut-être 5 ans, en 2019. On parlait d'un mot, qui a un mot, pérenne. Ah oui. Ça date, hein. C'était il y a 5 ans. Hein. Elle me disait, ah, c'est toi qui aurais dû faire ma campagne. Je lui ai dit, enfin bref, je ne vais pas s'étaler parce que je lui ai dit même pas en rêve. On s'écarte du sujet. Pérenne. En fait, ce que les gens ont besoin, c'est d'avoir un logement pérenne. Ah bah oui, ça, évidemment. Et quand on cumule, parce qu'il y a des personnes qui ont le luxe, les gens ils me disent, ah mais j'ai pas le luxe confort. De cumuler, c'est pas Agnès qui va dire le contraire. Donc jeune, en situation de handicap, sans famille, etc. Et que la situation, je veux dire, elle est connue quand même... à l'époque où nous-mêmes, on était à l'école. Vous, je ne sais pas quel âge vous avez, sans indiscrétion, ça ne me regarde pas. Moi, figure-toi. Ah, en plus. C'est vrai. C'est dire si c'est jeune. Non, ah, voilà. Donc ça, on en parlait déjà il y a 5 ans. Ensuite, former les bénévoles, effectivement, ça a un coût. Quand je parle avec... parce que maintenant, j'ai besoin de plusieurs avocates grâce à mon expérience entre 2020 et 2022. Je disais, être pauvre, ça coûte cher. On en a parlé aussi il y a 5 ans. Ouais, voilà. Faut être riche, ouais. Faut être riche. Dans tous les sens du terme. Et il y a des études qui datent de... Enfin voilà, votre collègue qui est en vacances, Marie Niquet, pour les plus de 50 ans, Paris Niquet,
Oui, qui est à l'Assemblée, là, pour l'instant, elle est en vacances. Arrête de faire Enfin bref, je digresse pas. Ses collègues. Elle me disait, oui, non, parce que quand j'étais à la rue, non, je digresse pas, elle me disait, mais ça existe, il y a un truc qui s'appelle un dispositif, le logement d'abord. Bah oui, ça existe, personne ne le connaît. Donc moi, ma question, c'est quel est l'intérêt de voter des lois si elles ne sont pas appliquées? Je vais te prendre un exemple. Paris Solidarité, il me semble que c'est la maire de Paris qui a mis ça en place. J'ai fait récemment encore une mission de bénévolat pour la mairie du 9e. Pourquoi, par exemple, mettre ça en place? Puisque, par exemple, pour prendre un exemple, parce qu'en France, biais de confirmation, moi-je, après on dit qu'il ne faut pas être dans le moi-je, entre 2020 et 2022, on m'a sucré 1 800 € de droits Paris Solidarité à la période où j'en avais le plus besoin. Je sais que pour des personnes qui sont déconnectées, qui ont pris une carte de gauche pour faire chier papa, maman, ils ne se rendent pas compte ce que c'est 1 800 €. Non, c'est un petit aparté. Il va comprendre la référence. Mais il y a vous beaucoup de rendez lois qui ne sont pas appliquées. Donc, quel est l'intérêt de faire voter des lois? Parce que moi, on parle constitutionnellement, même en l'été 2022, l'assistant parlementaire de monsieur le député, on ne sait même pas s'il existe pour de vrai, et votre collègue Gilles Ménédé, qu'est-ce qu'on disait à l'époque? Qu'est-ce que je disais? Parce que je suis fatiguée, ça fait 5 ans que je n'ai pas dormi. Ah oui, donc en fait, c'est quoi l'intérêt? En fait, faire voter. Parce qu'il me dit, ah, je me rappelle de vous, vous étiez super énervé. Je dis, mais enfin, je ne suis pas Mélenchon non plus pour être énervé. Je suis même sortie pour rigoler parce que la situation me faisait trop rire. La meuf, elle était, oh, ils font des barbecues. Donc en fait, à quoi ça sert de faire des lois, de les inscrire dans les constitutions, sachant que voilà, même depuis que Lies est né, depuis que moi je suis née, depuis que Elina, elle est née, on dit, oui, mais c'est inscrit dans la constitution. En fait, pourquoi? C'est quoi l'intérêt? Et on nous dit, ah bah non, on ne peut pas respecter la loi CEPA de 2009 à l'espace parisien des solidarités, anciennement KSVP, anciennement CCAS du 18e, parce qu'il faut aller à droite, à gauche, chercher un papier, et si vous ne l'avez pas, vous l'avez, je vais rester poli, voilà. Donc quel est l'intérêt de faire voter des lois si après elles ne sont pas appliquées? Et on nous dit, t'inquiète, Inch'Allah, quand il y aura les prochaines élections, tu seras plus dans la merde. Voilà, j'ai fait bref. C'est intéressant ce que... Parce qu'ils m'ont dit, ah oui, je ne savais pas ce que je voulais dire préempter. C'est pour ça que je paraissais énervée. Maintenant, je sais ce que ça veut dire préemption. Et je vous suggère, en passant, de préempter l'hôtel de chambre. Mais c'est un autre sujet. Moi, ce que j'entends dans ton intervention, c'est une discussion d'ailleurs qu'on a avec Lies et parfois avec Elina, et peut-être que tu peux nous apporter un élément de réponse, c'est comment on fait quand l'État lui-même n'applique pas sa propre loi. Et est-ce que, de ton point de vue de sénateur, il n'y aurait pas des choses à imaginer? Je sais que les collectifs écologistes ont fait condamner l'État pour une action climatique. Alors, je ne sais pas ce que ça a donné, mais est-ce que là, toi, de ton expérience d'élu, est-ce que tu vois un levier supplémentaire pour contraindre l'État à respecter sa parole donnée? Je suis plutôt pour ces lois qui condamnent l'État, mais exactement comme vous le disiez pour Dallot, quand par exemple l'État est condamné pour une action climatique, il condamne l'État à verser de l'argent à lui-même. En fait, mais pas que. Il l'oblige par exemple, si une personne n'a pas son droit Dallot reconnu, ça oblige l'État à mettre directement l'argent sur le budget de la DRIL, c'est-à-dire le budget de l'hébergement et du logement. Les condamnations que reçoit l'État pour inaction climatique l'obligent à verser cet argent pour la lutte contre le changement climatique. Donc, mais c'est des condamnations qui sont symboliques. La réalité, c'est comment, à force de ne pas se donner les moyens, il y a des droits essentiels des personnes qui sont inscrits dans la Constitution, en effet, de 1946, et qui ne sont pas concrets, qui ne sont pas respectés concrètement pour des milliers de personnes françaises ou présentes sur le territoire. Et comment ce nombre augmente. Et qui sont de moins en moins respectés en fait. Et ce qu'on appelle le droit opposable, le droit au logement, le droit au travail. En France, on a de la chance, il y en a beaucoup, mais... Et ils sont de moins en moins respectés. Mais est-ce qu'ils l'ont été un jour? À quelle époque à peu près? Aussi politiquement, est-ce que tu vois... Il n'y a jamais zéro SDF, etc. Parce qu'en effet, ça fait... Mais il faut avoir l'objectif. Il faut se donner les moyens d'eux. Y compris, on n'oblige jamais personne à être hébergé si elle le refuse à un moment donné. Mais il faut se donner les moyens d'eux. Mais c'est des lois, en effet, qui ne... En fait, c'est pas une question de loi. C'est une question de budget et de moyens. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Siem. Enfin, on est en démocratie, hein, donc les gens, ils
votent. Pas trop dans le 18e. Enfin, ils votent. Ils votent. On est déjà cette discussion-là la dernière fois. C'est le sujet, hein. Ils votent à 60%. L'hébergement de tout le monde, c'est pas forcément la priorité des citoyens. Non. Moi, quand j'étais maire, je recevais bien plus de lettres pour me demander d'enlever un banc que pour héberger des sans-abri. Oui, mais... Donc, il faut le dire, c'est là où je vois un avantage de mobiliser la société. Ce que je disais, c'est que les citoyens s'emparent de la question, qu'ils la comprennent mieux, qu'ils humanisent aussi les sans-abri dans leur regard, même en étant maladroits, que ça fasse bouger la société et pour que ça devienne une priorité. Parce que je suis d'accord, une fois que l'État a 100 millions, est-ce qu'il les met sur les sans-abri ou sur diminuer les impôts des classes moyennes supérieures? C'est ça la question. Et c'est pour ça que est-ce qu'on arrive à remettre sur le dessus de la pile la question de logement et de l'hébergement? C'est un peu moi l'idée de notre discussion. Cette question est très importante que vous abordez le côté faire prendre conscience à nos citoyens de la situation en fait. Ce qui est le plus compliqué, c'est que ce soit des personnes, des politiques de tous bords, en tout cas nos dirigeants politiques, j'en fais partie aussi, qui prennent conscience justement de ça. Quand justement au Sénat, quand on a entendu divers sénateurs de divers bords politiques parler, on n'a pas senti justement ce côté humain dans le discours. On a vraiment senti, en tout cas, là je parle personnellement, c'est ce que j'avais senti. Une masse informe. On parle de personnes en situation de rue, on parle d'SDF d'ailleurs, on parle même pas de personnes sans domicile fixe, personnes sans abri, on parle de SDF, de sans-abri. C'est une masse informe en fait. Donc même, l'idée c'est comment faire passer le message à la population, donc avec aux citoyens, merci, je cherche mes mots, aux citoyens. Comment faire passer le message alors que même les plus hauts de nos dirigeants n'ont pas ces éléments-là en fait. C'est peut-être d'abord en haut qu'il faudrait prendre conscience qu'on parle d'être humain, on parle qu'une personne c'est une personne avec sa situation, avec son passif, qu'une personne qui a son passif et sa situation n'est pas accompagnée de la même manière qu'avec une autre personne. Parce que c'est pareil, c'est une autre personne avec sa propre histoire, etc. De comprendre ça, de comprendre cette complexité-là, de comprendre aussi la temporalité, de prendre en compte le temps qu'il faut pour accompagner une personne qui est complètement différente que ce sera que l'accompagnement qu'il devrait avoir avec une autre personne, de comprendre toute cette complexité-là. C'est, en tout cas, là je vais partager mon point de vue, c'est à l'État, aux dirigeants, aux députés, aux sénateurs, aux ministres aussi, de comprendre cette complexité qu'il y a dans le sans-abrisme avant de penser, d'essayer de le faire comprendre aux citoyens. Quoi. Si déjà en haut, ils n'arrivent pas à le conceptualiser. Oui, mais en haut, à quel niveau? À quel niveau? En haut, au Sénat, en haut, à l'Assemblée parlementaire, parce que par exemple, mon amie, elle le comprend très bien. En fait, il y a le savoir expérientiel, et ça j'en ai parlé en octobre à la DRIL. Le savoir expérientiel, il est aussi important, voire davantage important que le savoir universitaire qui est un savoir froid. Et aujourd'hui, c'est pas madame qui va me contredire, qui est la collègue de mon assistante Marie Niquet. Le savoir universitaire, il est facilement... on peut facilement l'acquérir. Donc il y a ça aussi. C'est aussi de votre responsabilité. C'est une responsabilité collective, mais individuelle. Nadia, Elena, tu voulais parler? Non, oui, voilà, bon, excusez-moi si de temps en temps je m'énerve. Ah, oui. Mais en fait, moi, ce qui m'inquiète vraiment par rapport à tout ce qu'on se dit, par rapport... parce que moi, je suis quand même tombée à la rue il y a 18 ans. Non, j'avais 18 ans. Ouais. Aujourd'hui, on va dire que j'ai presque 60 ans. Et moi, non, et dans 3 ans, je suis désolée, je les aurai. Ben, c'est un privilège. Non, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, même les gens qui travaillent, qui sont en CDI, qui gagnent 2 000 € net par mois, n'ont pas accès au logement. Là, ça va plus, là. Et vous, en tant que sénateur, est-ce que vous pouvez apporter quelque chose? Parce que ces personnes-là, moi j'ai fait
Non, mais je sais, mais il peut parler à ses amis. Je pense que le gouvernement actuel est tout à fait déterminé à ne rien faire pour que la situation s'améliore. Malheureusement, c'est parce que le logement, c'est le plus grave parce qu'ils ne veulent pas dépenser de l'argent dans ce domaine. Et pour ça, d'ailleurs, il faut prélever plus d'impôts. Parce qu'on dépense... et il y en a besoin, il y en a absolument besoin. D'ailleurs, Macron n'a jamais menti. Il l'a toujours dit dans ses campagnes électorales, qu'il ferait pour le gouvernement de libéraliser. Mais la libéralisation, alors il n'est pas le seul responsable, il y a aussi la crise mondiale, il y a aussi les prix des matières premières qui augmentent, qui fait que la construction de logements... mais c'est pas, j'ai entendu, vous parliez tout à l'heure du logement d'abord. Pour moi, c'est un slogan, le logement d'abord. C'est l'idéal, mais c'est l'idéal dans un monde idéal. Je suis d'accord. Quelqu'un qui est à la rue, on dit ah ben, on t'offre pas un hébergement parce que notre politique c'est le logement d'abord. Donc ça c'est le mieux qui est l'ennemi du bien. La crise du logement, il ne faut pas parler en masse. Donc les gens qui gagnent 2000 € et qui sont payés, il y en a. Enfin, c'est pas la majorité des cas. C'est pas, voilà, faut pas non plus la réalité, c'est qu'il y a aujourd'hui dans la chaîne, et bien évidemment, dès qu'une personne va se retrouver en situation précaire, elle peut être fragilisée en n'ayant plus de logement. Bien sûr. Si fin de bail par reconduit, etc., pas d'un apport parental pour acheter, il y a un isolement social, une perte de travail, une rupture familiale, il y en a fait plein de cas. Mais je veux pas, je finis là-dessus, qu'au nom de... qu'il faudrait une autre politique du logement, et que tout le monde a sa part de responsabilité, la droite, la gauche, même si Macron c'est particulièrement dur, on laisse des gens à la rue, parce qu'on dit de toute façon, soit on leur offrira un logement pérenne qui n'existe pas, soit on leur offre rien. Qui n'existe pas, ça dépend, c'est une question de volonté. Ah pardon. Je vais fumer une clope. Ce que disait Aurélien, c'est vrai, c'est l'offre et la demande. Je vais fumer une clope, Elina. Le problème, ça c'est un autre sujet, c'est l'offre et la demande. Mais autrement, comme c'est le but des oubliés de la République, c'est de croiser des décisionnaires pour leur expliquer qu'on est tous des cas individuels et c'est un peu dur. Voilà, le monsieur dit qu'il est à la retraite, il est retraité, normalement, il a ses soucis administratifs, moi aussi, mais différemment. C'est ça le but, ça veut dire que c'est vrai que si après, on ne pouvait pas tout décider parce que au-dessus, je vais être court, au-dessus, il y a des gens qui parfois leur priorité, l'argent, c'est le budget, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent, on préfère le donner à... là, il va y avoir les Jeux Olympiques, pour la sécurité, pour ci, pour ça. Et c'est peut-être pas une priorité, mais la priorité, c'est de discuter avec vous, comme on a discuté à l'Assemblée, c'est à l'Assemblée, avec les écologistes, ils m'ont expliqué qu'on a tous des parcours différents, et que voilà, le SDF, c'est pas le cliché d'il y a dans les années 50. Le camembert, le de rouge, le paquet de gitane sorti, si je ne me trompe pas. Mais c'est un Moi, il avait bouffé. C'est exactement, je me permets une petite incite sans dire c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui. En fait, on croise ce que Nadia appelait le savoir expérientiel, l'expérience du sans-abrisme, avec le savoir politique, les éléments d'éclairage apportés lors du débat pour faire en sorte que les politiques qui soient prises, les décisions qui soient prises, on l'espère, même si on ne parle pas ceux qui sont à l'heure actuelle au gouvernement, aillent dans le bon sens. Et donc, dans ce cadre-là, c'est vrai que nous, on est aux oubliés, là je parle avec ma casquette, on est très férus de ce type d'échange que tu nous as permis d'avoir aujourd'hui, on souhaiterait le multiplier avec d'autres élus, peut-être avec ceux qui à l'Assemblée pourraient être susceptibles ou pas d'inscrire dans leur niche parlementaire cette proposition de loi, parce que ça c'est un échange qu'on peut avoir à la fin, c'est-à-dire qu'on a tous un point de vue sur cette loi différente, enfin tous, je m'excuse, vous avez tous un point de vue sur cette loi différente. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'au final, est-ce que ce serait une bonne ou une mauvaise chose que cette proposition de loi fasse l'objet d'un débat aussi à l'Assemblée? Et est-ce que nous, est-ce que... Voilà, c'est une vraie question, ça. Ouais, c'est ça, il faut que vous en parliez entre vous sans moi. Exactement. Non, par contre, au-delà de ça, on en reparlera aussi à la fin de la réunion. Il y aura une journée d'hommage. Mais ça, on en parlera à la fin. Avec Elina, on en parlera. D'ailleurs, quelle est l'heure de la fin? Bientôt. D'accord, 18h45. Rémi, je voulais juste te dire quelque chose. Le mot de la fin pour Elina. Non, c'est pas ça, mais Rémi, je tiens à vous dire quelque chose.
vous venez de dire, oh, vous savez, il ne faut pas exagérer, des gens qui gagnent 2000 € et qui vivent qui sont à la rue, il y en a très peu. Vous vous trompez beaucoup. J'ai dit, ça n'est pas la majorité. Non, mais vous vous trompez. Si vous saviez le nombre de gens que je connais à la mairie de Paris, je connais même une secrétaire médicale, une secrétaire qui travaille au ministre de la Santé. Elle vit dans une caravane parce qu'elle... Non, mais c'est la vérité. Il y a plein de gens qui vivent dans un... Donc, vous voyez bien que c'est pas si... c'est beaucoup plus... C'est moins rare qu'on ne le pense. Sauf que ces gens-là, ils vont pas faire comme Elina en levant le bras. Ouais, c'est dégueulasse, je suis à la rue. Non, ils se taisent parce qu'ils ont honte. Ce que je veux dire, si aujourd'hui, vous devez avoir, allez, sur les 67 millions de Français, vous en avez peut-être 20 millions dont les revenus sont autour de 2000 €. Oui, bien sûr. Sur ces 20 millions, il va y en avoir 19 950 000 qui ont un logement, et 50 000 c'est énorme, mais ça ne fait pas la majorité des 20 millions. Quand le président il parle à la télé, qui s'adresse à la France qui travaille, qu'on a marre de payer des impôts pour que ceux qui ne travaillent pas, etc., il ne parle pas aux 50 000 qui en va, il parle aux 19 950 000. C'est ça que j'essaie moi. Alors j'ai fait j'inverse les rôles, j'essaye d'être compris comment peut raisonner un politique. Ouais, je comprends. Et donc, peu importe à la limite, on peut en effet gagner 2000 € puis venir d'avoir une rupture familiale. Tout à fait. 2000 €, c'est difficile de trouver un logement à Paris très vite, ça peut être plus simple si on est en milieu rural. Il y a plein de cas différents. La réalité, c'est que quel que soit le parcours, on ne peut pas se permettre d'avoir 330 000 personnes à la rue. Non, mais qui vivent dans des CHRS ou dans des CHU, c'est pas normal. Alors, il faut savoir aussi qui ne vivent dans rien. Il faut savoir aussi que la psychiatrie, faut le dire aussi parce que je connais bien le monde de la psychiatrie. Il faut savoir que les gens qui ont des gros problèmes psychiatriques, il y en a peut-être parmi autour de la table qui ne vont pas apprécier mes propos, mais on les met aussi en CHU, alors qu'en fait ces personnes-là peut-être ne pourront jamais avoir un logement parce que sans accompagnement social, et ben voilà. Et moi, je ne suis pas un spécialiste de questions, je ne suis pas un spécialiste des questions des affaires sociales. Mais ce que vous dites, ce que l'IS médiatise beaucoup, qu'on soit en 2024 avec autant de ruptures et qui sont aussi une forme de non-intégration, après 18 ans, autant de jeunes à la rue, après avoir été pris en charge pendant 18 ans. Donc en plus, ça n'a... c'est plus possible qu'on continue comme ça. Et c'est tellement simple de ne pas en parler. Ben oui. Donc, c'est quelque chose de positif. Non, positif. Donc, ce que vous faites, vous aussi, pour alerter... En fait, les parlementaires, ils interpellent le gouvernement. C'est une grande partie de notre travail. Et il faut qu'ils soient interpellés avant. Donc, voilà, je ne vais pas... On va le faire. Mais qu'est-ce qu'il faudrait? Parce que je pense que l'action des oubliés de la République, elle est extrêmement importante dans le contexte. Donc c'est vrai qu'on a besoin aussi de savoir concrètement comment ça peut faire plaidoyer, c'est-à-dire les éléments, parce que c'est pas la même chose, effectivement, le sénateur il peut alerter, il fait son job, le député, mais si derrière il y a des citoyens qui ont vécu le parcours, hommes et femmes, et qui interpellent via un député à l'Assemblée, ça pèse différemment. Voilà. Et dans la République, il y a quelque chose que je rappelle tout le temps, c'est qu'en fait, elle nous donne les moyens d'être un citoyen tout au long de notre vie. C'est ça la différence avec l'État libéral, c'est de pouvoir à un moment donné, oui mais ça marche pas, moi je me bats pour que ça marche, c'est les politiques publiques qui ont évolué, c'est les politiques publiques qui ont été, tu l'as dit, libéralisme, etc. Et en fait, on demande juste qu'on nous donne les moyens d'être un citoyen tout au long de la vie. Et être un citoyen, c'est de pouvoir alerter quand justement on commence à dégringoler, se maintenir dans le logement, il faut savoir que les centres sociaux sont en train de souffrir. Il y a plein de sujets. À partir de ce sujet-là, de cette force, tu as la question des centres sociaux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir l'action qui est menée aujourd'hui pour défendre les centres sociaux? Parce que là, il y a une mobilisation. Parce que sans centre social, qu'est-ce qu'on va devenir? Parce qu'en fait, c'est quand même des endroits où on se maintient, des endroits où on a de la sociabilisation, des endroits où on a de l'activité. Donc il y a plein de sujets comme ça sur lesquels peut-être
on peut travailler pour essayer de structurer Moi, c'est en 2 minutes. C'est ce que je demande depuis tout à l'heure. C'est 2 minutes. Non, c'est vraiment 2 minutes. Juste, 180 secondes. S'il vous plaît. Justement, je voudrais rebondir sur ça, sur le manque de moyens aussi le manque de moyens qu'il y a dans les structures sociales, en fait, le manque de travailleurs sociaux et tout ça qui impacte directement les personnes qui sont accompagnées. Ça, c'est pour ça aussi que ce sujet-là, le sans-abrisme, vraiment dans sa globalité, le sans-abrisme et le sans-domicile fixe, c'est pour ça qu'il faut que ce débat-là continue toute l'année, pas que ce soit un marronnier qui arrive seulement en hiver, quand il y a 5 personnes qui sont décédées. Je vais faire la transition d'ailleurs avec Elina. La transition et la conclusion est 2 minutes. Et ça, j'aimerais, s'il vous plaît. Pas mal. C'est très important. Ça, c'est une expression de réussite. Tu peux aller là-haut. Non, mais je vais en avoir pour 20 minutes. Et ça, c'est très important. Et si vous pouvez passer le message, j'espère que vous allez bien d'ailleurs, que vous passez le message à vos collègues sénateurs, quel que soit le bord politique. C'est le collectif des morts de la rue, Oui. qui a lieu le 19 mars 2024. Et ils font un hommage à toutes les personnes qui sont décédées. Oui. Ça, c'est Arène de Lutèce. Les arrêts de Lutèce. Oui. C'est aux arrêts de Lutèce, 49 rue de Monge, dans le 5e arrondissement de Paris. Et ce sera donc le 19 mars. Donne-leur. De 11h à... Tranquillement, je tourne dans son temps. De 11h à 15h. D'accord. Donc vraiment que tous les politiques, au maximum, assistent justement à ce collectif. Et les autres C'est une invitation intéressante, tu l'avais déjà noté, donc peut-être que tu peux... Alors, je l'ai noté tout à l'heure en disant c'est pas très loin du Sénat en plus, etc. Parce que mardi c'est un gros jour de travail. Vous me dites, mais d'ici le 19 mars, c'est pas à quelle heure je peux pas rester 4 heures, mais à quelle heure il est utile de passer. Vous pouvez passer, Oui, vous n'êtes pas obligé. Après manger. Simonet, elle vient un petit peu après, elle fait ses affaires. Daniel, ouais. Moi, je viens venu. Dominique Simoneau qui est là. Je sais pas pourquoi j'arrête pas de l'appeler. Enfin, Sibony, c'est parce que dans la Nièvre. non, mais en tout cas, c'est le fait que vous passiez, ça montre qu'en tant que sénateur, Vous êtes là, voilà. Prenez On un petit peu ne de demande vacances. pas à tous les politiques de rester 4 heures, de 11h à 15h, mais au moins de passer. Et pour voir aussi. Ce qu'on peut Qui c'est qui imaginer- prend l'action de l'informer sur le bon moment pour passer? Alors, c'est ce que j'avais proposé. Ce qu'on peut proposer, si toi ça t'intéresse de venir, si ça t'intéresse de mobiliser le groupe et au-delà du groupe d'autres collègues sénateurs qui se sont investis, on peut voir avec Bérangère qui s'excuse. Elle avait prévu de venir. C'est elle qui m'a envoyé le message ouais, d'ailleurs. c'est elle. Les grèves de la SNCF l'ont fait prendre. Elle n'habite pas Paris, donc elle s'excuse de son absence. Elle aurait beaucoup aimé participer à cet échange. Voilà. Et du coup, si toi ça t'intéresse de venir, on peut travailler avec Bérangère et le collectif des oubliés pour ménager un temps. Oui, qu'on puisse venir peut-être en Jean-Yves délégation. Brossat, Laurence Rossignol, ceux qui sont. Il y a Philippe Grosvalet qui a eu une intervention qui a beaucoup. Et ben, Mais Grosvalet aussi. très bien. Marion Canales aussi, parce que Marion Canales est engagée au sein des Elle est oubliés. elle est aux affaires sociales. Voilà. En fait, plus vous serez nombreux, je pense que plus ça sera important pour toutes les personnes présentes, parce que ça, comme vous l'avez tous si bien dit, il y a une question, et tu l'as dit aussi, une visibilité, de portage politique de ce combat-là, pas uniquement quand il y a une vague de grands froids. Est-ce que c'était le nom de la conclusion? Juste 2 minutes parce que j'ai demandé. C'est pas dire quelque chose de positif. Mais 180 je vais secondes. prendre la parole parce que je n'avais pas du tout prévu. Mais je vais la prendre comme citoyenne, vraiment simple citoyenne du 10e qui a fait 5 fois la nuit de la solidarité sur les Bravo. Qui n'est pas, non, c'est pas Bravo. du tout pour ça, alors là, pour le coup. Et justement, je vais vous expliquer, justement, c'est pour ça que je voulais prendre la parole et que j'avais pas prévu de le faire. C'est que si je l'ai fait, c'est qu'à chaque fois, j'ai trouvé vraiment utile et vraiment intéressant de la faire. Et les 2 fois où j'ai pas pu le faire, j'en ai vraiment été empêchée. Et je voulais revenir sur ce que vous disiez parce que j'entends le côté, le ressenti des sans-abri qui disent vous nous apportez rien. Mais j'ai aussi entendu, et je l'ai entendu les 5 fois, le retour des gens qui l'ont faite dans mon équipe, que ce soit la première fois que je l'ai faite ou la 5e où j'étais entre guillemets un peu plus expérimentée, qui est aussi on a vraiment bien fait, en fait ça change tout. Et ce ça change tout, c'est aussi une des raisons, en tout cas c'est comme ça que ça avait été présenté, une des raisons pour laquelle la nuit de la solidarité a été lancée, c'est de changer le regard des gens sur le sans-abrisme. Oui, Et là où je rejoins ce que disait Siem et ce que tu disais tout à l'heure, on se permet de se tutoyer, mais ce que tu disais tout à l'heure, c'est que
changer le regard des gens, c'est aussi avoir des outils après pour alerter. C'est-à-dire que pour pouvoir dire à nos maires, à nos élus, à des gens qu'on connaît autour de nous, cette situation est insupportable, il faut aussi avoir une petite vision. Alors bien sûr, on a une vision que cette nuit-là, que à ce petit endroit-là, pendant 3 heures, mais il y a aussi une chose qui est très importante et qu'on ne dit peut-être pas assez, c'est que ce ne sont pas des gens comme ça qu'on lance pendant 3 heures à un secteur avec une carte. C'est 2 ou 3 professionnels qui dans le 10e. Mais oui, mais du coup, j'entends le ressenti de la maladresse, parce que c'est le mot que j'ai envie peut-être d'employer, qu'ont eu certains bénévoles, mais c'est jamais le cas des professionnels quand ils Exactement. Et du coup, c'est aussi, bien sûr, et c'est aussi une manière pour les bénévoles non chefs d'équipe de discuter avec des associatifs qu'ils n'auraient jamais fait. Oui, mais... Moi, c'est ce qui a fait que j'ai discuté avec le Secours Populaire, avec la Protection Civile. Une autre année, c'était je ne sais plus quelle association. Mais il faudrait le faire ça dès le collège, en fait. Et c'est aussi une manière de s'engager, c'est-à-dire que moi, j'ai des militants et des camarades ou des mêmes copains autour de moi qui se sont engagés après la nuit de la solidarité. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, bah voilà, ce que j'ai fait là pendant 3 heures, j'ai envie de le refaire. Je vais le faire d'autres moments dans l'année. Donc, c'est aussi ça, la nuit de la solidarité. Alors, j'entends vraiment la vision et j'entends vraiment le ressenti. Et je le connais. Parce que quand on arrive, ils nous disent d'ailleurs, et pourquoi vous n'avez pas de café? D'ailleurs, on leur donne de l'eau. Alors, c'est pas génial, mais déjà... on arrive avec un trop et des fois un peu à manger. Non, mais on le fait et certains d'ailleurs le comprennent totalement. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que même, et je rebondis sur ce qui était dit tout à l'heure, sur certaines fois, le questionnaire commence mal. Et moi, je n'ai jamais eu une seule fois où il s'est fini mal. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils comprenaient aussi pourquoi on leur posait des questions. Parce que c'est pas seulement changer le regard. Et là, c'est vraiment vrai. C'est appréhender la différence des parcours. Parce que demander pourquoi vous en êtes là, est-ce que vous travaillez, il y a quand même des gens qui découvrent le nombre de sans-abri qui travaillent. C'est les riverains qui le découvrent. Oui, mais les riverains, c'est les gens après. D'ailleurs, parce que ça s'est faire la nuit de appelé la la solidarité un 25 janvier, pour les riverains, ce qui est vrai pas aussi, pour les sans-abri. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que faire la nuit de la solidarité le 25, faire la nuit de la solidarité le 25, ça veut dire en parler chez soi le 26, ça veut dire en parler à ses amis le 27, ça veut dire en parler à d'autres gens le 28, et ça marche. Alors bien sûr, ça 2 minutes, moi j'ai demandé 2 minutes. Ça marche sur la façon dont on va après interpeller les gens qu'on peut interpeller. Parce que pas. Les 2 minutes, 180 secondes. Je voudrais terminer sur ce point-là parce que c'est très important et je pense que c'est l'un des nœuds du problème. Et je pense que l'un des nœuds du problème se trouve là. Comme a dit Elina, elle a dit très vrai en fait, tout ce que vous dites c'est super pour les citoyens et c'est toujours pareil et c'est pour ça aussi qu'on est là en fait, les oubliés de la République, c'est pour redonner la parole aux premières personnes concernées et tous vos discours, il n'y a aucun souci, on est d'accord avec ça, sauf qu'on dénature encore, on supprime encore la parole des sans-abri. Je voulais terminer sur ça, donc je voulais vous remercier à tous et à toutes. Juste 2 minutes, d'être 180 secondes. D'être venus, et après si vous avez l'occasion de discuter, en fait, il n'y a aucun souci. Mais merci beaucoup pour la... Je vous le dis en aparté.